C'est avec émotion que je prends la parole pour ces commémorations du souvenir d'un passé qu'il faut bien nommer d'innommable dans un pays que l'histoire a un temps damné en jetant le peuple en pâture aux démons les plus fous du mal absolu. Mesdames, Messieurs, je ne peux qu'être impressionné parce que je suis, par la force des choses, un témoin privilégié. Je ne peux qu'être impressionné du chemin parcouru depuis 1994. Et comme je vais dire du bien des autorités rwandaises, je ne doute pas que certains esprits vont de nouveau utiliser l'expression de mon admiration comme un motif de controverse. Tant pis. Tant pis parce que j'ai décidé depuis maintenant quelques années de prendre parti. De prendre parti parce que je pense qu'il serait injuste de ne pas prendre parti. Il serait injuste de se cacher derrière une sorte d'indifférence un peu facile pour faire semblant que rien ne s'est passé il y a 20 ans et pour faire semblant que depuis 20 ans, rien ne se passe. Ce n'est pas vrai. Je pense que les succès du Rwanda, les progrès que le peuple et les autorités enregistrent depuis quelques années, avec une croissance, c'est le seul chiffre que je donnerai, avec une croissance de près de 8% en 2013, ne sont pas sans lien avec le courage que les femmes et les hommes du Rwanda, et vous en avez eu un témoignage poignant, ont eu pour oser se poser des questions existentielles, des questions difficiles, aux autres oui, mais surtout pour oser se poser des questions à eux-mêmes, sur la société, sur leur passé, sur la notion de vie, sur le droit à la vie, premier des droits de l'homme, sur la notion de mort, sur la négation de l'humanité qui vit pourtant en tout être humain, sur le devoir de mémoire, sur le pardon, sur l'importance de tendre la main aux repentis, sur la possibilité pour l'homme du retour à l'estime de lui-même, sur la justice qui réconcilie sans oublier, qui pardonne sans condamner à mort, sur la place des femmes et de l'éducation, sur le droit à la différence, sur tous les plans. Moi, je tiens à remercier l'ambassadeur du Rwanda, M. Robert Masosera, pour avoir souhaité organiser cette commémoration, Monsieur l'ambassadeur, dans cette enceinte, dans ce Parlement européen, dans cette maison, j'oserais presque dire, dans ce temple qui accorde une place toute particulière aux valeurs essentielles de l'humanité et surtout à la dimension universelle des valeurs universelles. Je profite également de cette tribune pour redire ma foi dans toutes celles et tous ceux qui ont su tirer ce pays vers le haut, d'une main sûre, parfois d'une main forte, animés d'une vision volontariste, mais mobilisés par le sens de l'histoire et de l'avenir. Si la manière n'a pas toujours été parfaite, la motivation, l'engagement, la détermination, la vision furent quasi toujours très justes. Mesdames, Messieurs, chers amis, des atrocités, il y en a eu sur tous les continents. Le génocide ne connaît pas de frontières. Et nous ne pouvons pas laisser ni le temps, ni la mémoire effacer les traces sordides de l'histoire de l'humanité. Il en va de notre devoir individuel en tant qu'homme et de notre devoir collectif en tant que peuple. Rien ne pourra jamais tout à fait effacer la souffrance absolue, inguérissable, qui a jailli des replis les plus odieux de la nature humaine. Nous devons affronter cette réalité-là. Nous devons nous interroger sur les raisons profondes qui peuvent conduire certains hommes à cette frénésie du mal. Parce qu'un génocide, ça n'est pas un crime ordinaire. C'est un meurtre d'hommes, de femmes, d'enfants, et c'est horrible. Mais c'est beaucoup plus. C'est la mort sciemment programmée de l'histoire commune d'un peuple, de sa culture, de son passé, de son futur, de ce que ce peuple a apporté à l'humanité. C'est la négation d'une communauté d'hommes et de femmes. C'est Mozart qu'on a crucifié 1 million de fois
pour une cause totalement irrationnelle. Une cause qui est allée puiser sa source dans les tréfonds d'une abomination totale, suggérée avec perfidie par une bande de fanatiques et de barbares. Leur folie a mis en marche cette énergie collective et diabolique dont l'exaltation immonde a fabriqué autant de bourreaux cruels que de suiveurs aveuglés. Nous ne pouvons pas donner un sens à ces drames. Nous ne pouvons rendre hommage à cette génération sacrifiée si nous n'osons aller au-delà du discours de circonstance, même s'il est sincère. Il nous faut assumer jusqu'au bout l'immense, l'infinie responsabilité que nous portons au nom d'une communauté internationale repliée avec arrogance sur ses dogmes, sur ses tabous, sur ses doubles standards. Une communauté internationale dont nous devons nous sentir comptables. Cette communauté internationale qui plane trop souvent, sans beaucoup de grandeur, sur les nuages confortables de ses privilèges, de ses certitudes et de ses postures déclamatoires, de ses engagements chichement mesurés. Une communauté internationale dont il faut oser dénoncer les deux poids deux mesures, les a priori, les calculs et les hésitations. Moi, je ne peux que me réjouir de la façon dont mon pays a lui-même tourné la page de sa relation passée avec le Rwanda pour pouvoir forger une relation saine. Grâce au rapport de la commission d'enquête parlementaire belge en décembre 1997, nous avons été tous convaincus que les autorités belges auraient pu et dû agir différemment afin d'empêcher le génocide contre les Tutsis. C'est pourquoi il était normal que la Belgique accepte d'assumer une responsabilité morale dans le drame rwandais et présente ses excuses par la voix de Guy Verhofstadt le 7 avril 2000. Ignorer ou nier les manquements de nos autorités laissaient injustement porter au sol rwandais le poids de ce traumatisme. Nous avons su relire notre histoire de manière objective et juste. C'était une manière de rendre justice à toutes les victimes du génocide, y compris à nos 10 paracommandos assassinés le 7 avril à Kigali sous l'uniforme des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, la conscience et la mémoire, c'est ce qui seul peut nous aider à rendre justice à ces millions de victimes et à nous libérer de nous-mêmes. En jetant les bases du devoir de mémoire et de la transmission de la connaissance des souffrances du passé, en rompant le terrible silence de l'indifférence de l'homme pour l'homme, je pense que nous commençons à redonner une identité et une dignité à toutes ces victimes anonymes. C'est aussi ce que nous avons cherché à accomplir à Durban en septembre 2001, à la conférence des Nations Unies sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, la lutte contre les dérives racistes, les tendances à la discrimination et à l'intolérance est un combat essentiel pour des milliers d'êtres humains, victimes trop souvent silencieuses d'atteinte à leur dignité. Éclaircir lucidement le passé, rechercher en commun la vérité, admettre les injustices de l'histoire et les responsabilités particulières, notamment de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Sans la reconnaissance des injustices du passé, il ne pouvait y avoir de base prometteuse pour le futur. Mesdames, Messieurs, la réconciliation, nous le savons bien, est toujours douloureuse, mais c'est le seul chemin pour retrouver la paix et l'harmonie qui forgent le ciment d'un peuple. Il faut de la volonté, il faut de la lucidité, il faut surtout de l'humilité pour oser la réconciliation. Mais il faut plus que tout cela. Il faut assumer l'exigence de vérité. C'est une œuvre commune. Si l'on ne peut changer le passé, il est toujours possible de le débarrasser des fantômes qui le hantent. C'est la condition pour construire un avenir apaisé. Écouter, c'est déjà s'ouvrir à l'autre. Être entendu, c'est déjà un apaisement. Convenir ensemble de ce qui constitue les réalités même difficiles d'un passé défiguré, c'est recréer un langage de la raison d'abord, et c'est finir par réinventer celui du respect et du cœur. Ça signifie prendre au sérieux ce qui a été fait et ne pas le minimiser.
Ça signifie surtout retirer ce dard planté dans nos mémoires, qui continue à déverser son venin dans nos existences. Le flambeau de la connaissance et du souvenir est entre nos mains. Il est du devoir de chacun, et certainement en tant qu'homme politique et de femme politique, de le transmettre aux jeunes générations afin d'apporter à la construction d'une alliance universelle contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'autoritarisme, l'exclusion, une alliance contre toute forme de rejet de l'autre. Plus que jamais, il est temps de se convaincre que ce qui porte la richesse et l'espoir de cette terre, c'est précisément sa diversité et sa nature plurielle. Le génocide tutsi-rwandais a soulevé des questions relatives à l'humanité tout entière, des questions fondamentales qui concernent l'autorité du Conseil de sécurité, l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations unies, la portée de la justice internationale, les racines de la violence et la responsabilité de la communauté internationale de protéger ceux qui sont menacés de génocide ou d'autres violations graves des droits de l'homme. La communauté internationale a un nom, c'est l'humanité. Forger cette humanité des valeurs communes fortes et justes, partagées par tous, en faire les repères intangibles d'une éthique universelle, c'est notre ambition. À ce titre, je pense qu'il serait juste de revoir les recommandations de la Commission Rwanda en Belgique. Je sais bien que c'est un débat qui peut encore porter à controverse. Je crois qu'on ne peut pas se soustraire à notre responsabilité collective internationale en continuant à nous retrancher derrière ces recommandations de la Commission Rwanda. Mesdames, Messieurs, pour conclure, 20 ans après le génocide, j'ai à cœur de défendre dans toutes les instances le chemin parcouru par ce pays, son refus avec force de la résignation et sa détermination à forger un destin ambitieux. Moi, j'estime qu'il est de mon devoir de prendre parti pour empêcher que d'aucuns ne ternissent le bilan de ceux qui ont pris le destin de leur peuple en main. Le Rwanda se développe de manière extrêmement positive sur les plans économiques, social et politique. Et à ce propos, il me plaît de dire ma réprobation la plus totale à tous ceux qui continuent à pratiquer une forme obsédante, sinon vulgaire, de révisionnisme, qui encore aujourd'hui tente de déformer la vérité des faits pour occulter l'horreur de leur complicité, ou à tout le moins de leur passivité ou de leur indifférence. Il arrive même, ceux qui se reconnaîtront sauront de qui je parle, il arrive même que ce type de comportement est celui de certains académiques. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas passer sous silence le livre de Philippe Brewes, qui est ici dans la salle et qui a commis un ouvrage qui est un ouvrage d'investigation sérieux, crédible, qui n'est contesté par personne et qui s'appelle Noir et Blanc menteur. Je suggère à tous ceux qui doutent ou à tous ceux qui sont tentés par cette lâcheté du refus de la vérité de relire Philippe Brewes. Je pense que c'est un ouvrage de référence. Mesdames, Messieurs, il est significatif et encourageant de constater que la volonté politique des autorités rwandaises est forte, que grâce à une démarche volontariste et systématique, le pays se redresse fortement. On y sent une volonté déterminée de réussir le développement en associant le plus de citoyens possible, en donnant une place exemplaire, et je le dis en appuyant le trait, une place exemplaire aux femmes dans la politique, dans l'économie et dans l'humain. Nous savons tous que l'œuvre n'est pas terminée, que beaucoup d'efforts restent à accomplir, que des échecs seront aussi sur votre route, mais le chemin parcouru est immense. Le rôle du Rwanda est essentiel dans cette région meurtrie des Grands Lacs. Des tensions subsistent, des peurs, des doutes, des méfiances vont encore ralentir les processus de pacification, je le sais. Il faut pourtant poursuivre avec acharnement la recherche de la paix. Les uns et les autres doivent porter les rêves et les espoirs d'une alliance fraternelle dans la région des Grands Lacs. Seul le dialogue,
la compréhension, les concessions réciproques, le respect mutuel y parviendront. Pour terminer, chers amis rwandais, je suis heureux que vous preniez l'avenir à bras-le-corps et à bras-le-cœur. Et vous le faites en vous fondant sur cette maxime magnifique de Victor Hugo. Je cite, « Il ne suffit pas d'être la République, il faut être la liberté. Il ne suffit pas d'être la démocratie, il faut être l'humanité. Un peuple doit être un homme et un homme doit être une âme. » C'est ce que je vous souhaite. This is the light of remembrance.